Merci beaucoup d'être ici, si nombreux et si nombreuses. Remplir cette salle, ça me réjouit bien sûr parce que ça veut dire que mon travail vaut la peine, mais ça me réjouit aussi de voir autant de gens intéressés par la simplicité. Euh, s- j'ai un certain âge, certains d'entre vous dans la salle pourraient être mes enfants, j'imagine. Et donc ça fait un moment que je fais ça, et pour moi la simplicité a toujours été quelque chose de très très important et de central. Et je vais essayer de vous transmettre cette passion pour la simplicité des systèmes et des logiciels avec des exemples concrets. Et on aura, en principe, on aura du temps pour des questions, donc on pourra aussi dialoguer un peu. Mon nom est Bertrand de la Créta, je viens de la Suisse romande. Je travaille pour Adobe, qui a un bureau à Bâle, en Suisse, dans le domaine de la gestion de contenu web à grande échelle. Euh, et j'ai été pendant 14 ans au comité de direction de la fondation Apache Software Foundation, donc aussi actif dans l'open source. Euh, Mon rôle professionnel, c'est celui d'un architecte, d'un principal scientist, en sorte de consultant interne en fait. Donc j'interviens dans plusieurs projets au niveau de l'architecture, de la réflexion, et les questions de simplicité sont extrêmement importantes au niveau des systèmes. Je pense que c'est encore plus important au niveau des systèmes qu'au niveau du logiciel, des modules eux-mêmes. Si un module est trop compliqué, on peut le remplacer. Si un système est trop compliqué, c'est beaucoup trop de travail. Donc on va se focaliser un peu sur les systèmes. Trois parties à cette présentation. D'abord la beauté de la simplicité, où j'essaye de vous convaincre que c'est quelque chose qui peut être très beau, effectivement. Deuxième partie avec les exemples concrets dans différents domaines. Ça va de l'enregistrement audio numérique aux collectes de données météo, pages web. On aura des exemples assez variés qui, j'espère, vous parleront. Et puis, troisième partie, comment faire? Avec un avertissement, je n'ai pas de solution de recette miracle. La simplicité est une quête, en fait. C'est beaucoup de travail. Et voilà, je vais vous donner des idées, des pistes, mais vous allez malheureusement pas ressortir d'ici avec la recette miracle pour faire simple. Commençons donc par la beauté de la simplicité avec un slide qui ne va pas vous surprendre, les Lego. Bien sûr, nous sommes entre geeks, donc beaucoup d'entre nous, je pense, aiment bien les Lego. Moi, j'ai toujours aimé les Lego très, très simples, très basiques. En fait, pour moi, jouer au Lego, maintenant c'est avec notre petit-fils plutôt, euh, c'est le sac plein de briques qui permet d'improviser complètement. J'ai jamais trop aimé, vous savez, les boîtes où tout est prévu, il faut mettre la pièce comme ça et comme ça. C'est aussi intéressant sous un autre angle. Mais pour moi, les Lego, ça a toujours été, on improvise avec des briques et puis on va voir ce que ça donne. Et on crée des bidules qui sont parfois un peu bizarres, mais qui expriment quelque chose qu'on voudrait faire. Donc la simplicité, ici, au niveau des composants. Je suis aussi fan de la philosophie des systèmes Unix et Linux. J'ai appris Unix en 1983. Et ce que j'ai appris à l'époque est toujours valable. SED, Oak, LS, Sort, Pipe, tous ces concepts sont restés encore valables aujourd'hui. De petits modules qui font une chose et une chose bien, et on les assemble pour faire des choses plus grandes. Et les Lego, c'est vraiment ça. Chaque brique est très simple. On peut faire des constructions assez fantastiques. Deuxième exemple, qui ne va pas vous surprendre non plus, venons d'un Suisse, le couteau suisse. Le couteau suisse est intéressant parce qu'il peut être simple. Celui-ci, c'est un modèle assez fondamental, il y a tout ce qu'il faut. Bon, il y a déjà deux lames de deux grandeurs différentes, on pourrait dire peut-être une, ça suffirait, mais souvent on a besoin de la petite. Deux tournevis, décapsuleurs aussi, différentes tailles. On pourrait faire encore un petit peu plus simple, mais il est quand même assez essentiel. Et le tire-bouchon, n'oublions pas le tire-bouchon. C'est un outil assez essentiel, et vous avez aussi des couteaux suisses complètement démesurés avec 80 outils dont 78 ne servent à rien, mais c'est bien, c'est un machin compliqué qui peut se vendre. Peut-être qu'il est plus fait pour vendre justement que pour utiliser. Mais le couteau suisse, dans son essence, peut être un outil extrêmement simple et extrêmement efficace. Mais on voit déjà cette tension entre faire simple et faire trop simple. Il ne faut pas non plus aller trop loin. Et dans les logiciels, c'est la même chose. Si notre système est trop simple, il ne va peut-être pas faire ce qu'il doit faire. Donc c'est un équilibre à trouver et qui
qui est difficile à trouver. Encore une fois, c'est un défi. Vous avez bien fait de venir. Je pense que c'est la seule présentation de Devox où on va jouer du kazoo. Enfin, surtout moi, mais j'en ai quelques-uns si d'autres personnes voudraient se joindre. J'aime bien le kazoo. Je fais un peu de musique. Et puis, je joue, mon instrument principal, c'est la batterie et les percussions. Donc, à transporter, c'est beaucoup plus ennuyeux qu'un kazoo. Il y a rarement des gens qui m'embauchent pour le kazoo, mais j'essaye de promouvoir ça parce que c'est quand même plus pratique à transporter. Mais c'est un instrument qui est extrêmement simple et qui est essentiel. Une membrane, un corps qui laisse passer l'air, une petite vis pour fixer la membrane et on y est. Donc, quelque chose de pas très compliqué. Mais il va nous permettre aussi de montrer cette tension entre quelque chose de simple et quelque chose de simpliste. Je me suis intéressé au kazoo depuis quelques mois et j'en joue dans un de mes groupes. On avait un guitariste qui a déménagé beaucoup trop loin, donc on a dû le remplacer par des solos de kazoo. Et au départ, on a trouvé, je vous assure, c'est pas mal, vous allez voir. Et au départ, les seuls kazoos que j'ai trouvés, c'était des jouets. Le modèle de gauche ici, il semble que les moules de ces kazoos datent de 1930. Donc c'est joli, il y a le côté vintage qui est très sympa, mais vous allez voir, c'est pas très performant. Et je me suis attaché à ce problème avec ma petite imprimante 3D et j'ai créé un modèle de kazoo qui marche beaucoup mieux, qui est aussi assez simple. Il n'est pas beaucoup plus compliqué, il a 2 membranes, mais ce n'est pas vraiment de la complexité, c'est de rajouter une pièce en plus. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Encore une fois, avec l'idée d'être simple, mais pas simpliste. Quand on parle de kazoo, on dit souvent, ben voilà, c'est un jouet pour les enfants, c'est pas très intéressant comme instrument de musique. Et si on prend cette optique-là et qu'on se dit, voilà, le kazoo, c'est simple, c'est un jouet, et qu'on le considère comme simpliste, et qu'on essaye de jouer Summertime, ça va donner quelque chose comme ça. Is the mic on? Yes. Vous entendez souvent le kazoo jouer comme ça. Et si on prend le modèle 2024, étudié en soufflerie, ou presque, c'est quand même autre chose. Merci. Donc, voilà, la nuance entre simpliste, trop simple parce que voilà, c'est un ancien instrument qui a eu son heure de gloire, mais il ne faut pas non plus se limiter à une technologie qui tirerait pas profit de la technologie d'aujourd'hui. L'imprimante 3D qui me sert à fabriquer ces kazoo, elle m'a coûté même pas 300 €. Et elle fonctionne bien, c'est incroyable. Il y a 15 ans, on n'aurait pas pu imaginer ça. Donc, soyons simples, mais sans aller, voilà, sans se restreindre en même temps à des choses trop simples ou trop simplistes. Un autre exemple, en anglais, la NASA, vous avez sûrement entendu cette histoire. La NASA a dépensé des millions pour créer un stylo qui fonctionne dans l'espace. 20 millions, je ne sais pas combien. Les Russes, ils ont pris un crayon. Hein, le crayon, ça fonctionne dans toutes les positions. L'histoire est rigolote, mais ce n'est pas si simple. Parce qu'un crayon dans une navette spatiale, vous avez des petites particules de graphite qui peuvent se décoller du crayon. Et ce n'est pas très compatible avec des appareils électroniques quand ça flotte comme ça n'importe où. Donc, un autre exemple où, voilà, ça nous fait bien rire, l'histoire est sympathique, mais la vérité est un peu plus compliquée que ça. Le modèle, la version simpliste du crayon peut vous poser des problèmes dans l'espace. Donc, on va rechercher cette simplicité splendide, qui est souvent assez évidente. Quand on voit un système ou un appareil qui est simple, ok, ouais, c'est simple, il n'y a rien à enlever, c'est vraiment bien. Mais quand même une simplicité adaptée à ce qu'on doit faire, qui n'est pas forcément simple. Dans notre métier, nous avons souvent des problèmes compliqués à résoudre ou complexes. Donc, la simplicité devra être adaptée et efficace. Voilà pour cette vision de la simplicité avec cet équilibre difficile à trouver entre simple et trop simple. Les exemples. Un peu de jus de pomme avant les exemples.
Le premier exemple date du début des années 90. Désolé si vous n'étiez pas né, mais c'était une époque intéressante parce que nos systèmes étaient encore bien limités. Je travaillais pour une entreprise suisse qui fait des systèmes de détection de verglas en hiver, de giclage automatique des routes. On a un problème qu'on a pas mal en Suisse, des aéroports aussi, et qui avait en fait, qui a toujours des stations météo le long des routes. Typiquement, là, on travaillait en Bavière, sauf erreur, et dans la Bavière, on avait 200, 300 stations réparties sur une zone assez grande, une zone géographique assez grande, qui envoient des données toutes les 2 minutes. Chaque station envoie pas beaucoup de données, quelques caractères en fait qui disent voilà la pression, la température selon les capteurs qu'on a installés. Et puis nos systèmes étaient très limités à l'époque. On faisait tourner ça sur des PC, donc IBM PC, l'ordinateur personnel de l'époque, avec un processeur 8086 ou 286 peut-être, donc pas très puissant, avec des disquettes. Je me rappelle d'avoir installé SCO Unix avec 80 disquettes. Je jouais au disque jockey pendant un bon moment, mais ça marchait. C'était extrêmement stable quand même, mais limité en capacité de calcul et de stockage, bien sûr. Et le problème est de stocker ces données en permanence. Donc, vous avez une centaine de stations qui envoient toutes les 2 minutes des quelques caractères. Il faut stocker tout ça en continu, d'une manière très fiable et très solide. Faire des requêtes sur ces données qui sont assez simples. Finalement, on veut obtenir la température à un instant donné et puis faire une exploration sur une semaine. Finalement, la requête, c'est donne-moi la valeur au temps t. Et puis la prochaine, etc. Donc des requêtes pas très compliquées, heureusement. Et quand on regarde ça, on se dit, on va mettre une base de données. On va mettre une base de données SQL et puis on va stocker nos données, on va pouvoir faire des requêtes dessus. Le problème dans ce cas-là, c'est que les clients ne payaient pas les stations d'analyse, ils payaient les stations météo, mais les ordinateurs qui faisaient l'analyse, ils étaient fournis avec, donc on ne pouvait pas leur facturer des licences de base de données, etc. Donc il fallait un système qui soit aussi pas trop cher à déployer. Et puis on a cherché pendant je ne sais plus combien de temps, mais des mois, avec des expériences de différentes bases de données, et toujours en se posant la question, est-ce qu'on peut faire plus simple? On commence par une base de données relationnelle. Est-ce qu'on peut faire plus simple? OK. Après, un système avec des B-trees, des structures de données plus simples, c'est pas mal, mais est-ce que c'est vraiment robuste? Est-ce qu'on a un risque de perdre des données ou pas? Et finalement, on est arrivé à quelque chose que je trouve simple et élégant. Très simplement, on a stocké ces données dans un répertoire structuré, des dossiers structurés chronologiques. Donc un dossier 2018 pour l'année 2018, avec des dossiers 1, 2, 3, 4 jusqu'à 12 pour les mois, et puis des dossiers de 1 à 31 pour les jours, etc. Et dans un dossier journalier, on a des fichiers qui stockent un petit bout de données, c'était, je ne sais plus, quelques minutes dans ce cas-là, avec un format qui nous permet de rechercher dedans, donc une sorte de sérialisation simple de ces données. Et ça suffit. Pas besoin de librairie compliquée, pas besoin de base de données pour laquelle vous devez payer des licences, pas besoin de système cloud, ce n'était pas possible à l'époque de toute façon, ça tombait bien. Mais voilà, en réfléchissant au problème, en allant à l'essence du problème, qu'est-ce qu'on est vraiment en train de faire? On est arrivé sur cette structure vraiment simple, vraiment robuste, facile à comprendre. Si on a des disques fiables ou des disques redondants, on sait qu'on ne va pas perdre plus qu'un fichier, donc on ne va pas perdre plus que quelques minutes de données. Donc le but était vraiment atteint. Et pour moi, ça reste un exemple de simplicité où en fait, la clé ici, c'est de placer la barre très haut. De se dire, bien sûr, on pourrait mettre une base de données relationnelle. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on a vraiment besoin de payer des licences pour ça s'il faut payer des licences? Est-ce qu'on a besoin de la complexité que ça implique au niveau d'avoir besoin d'un ordinateur plus puissant? Ça pouvait tourner sur un 80-86 de l'époque sans problème. Et je pense qu'on a bien atteint l'objectif ici. Donc, un premier exemple où, disons que en n'acceptant pas la complexité, on est arrivé à faire quelque chose de simple. Deuxième exemple, aussi dans les années, ça c'était en 98, 99, j'ai travaillé pour le Parlement fédéral suisse, donc les chambres fédérales, les réunions du Parlement, et puis on devait faire de l'enregistrement audio numérique
pour créer ce qu'ils appellent le bulletin officiel, donc la transcription en fait de tous les débats. Avec quelques complexités, en Suisse, on a plusieurs langues. Et les débats au Parlement, chaque orateur peut parler dans sa langue. Donc ça change de langue, du français à l'allemand, éventuellement au romanche ou à l'italien. Mais souvent, ça reste quand même français-allemand. Mais enfin, il y a plusieurs langues qui sont là. Donc on avait une personne dans la salle qui allait mettre des marques avec un système qu'on avait créé en disant, voilà, ça change de sujet, ça change d'orateur, ça change de langue, et ce qu'on appelle les time codes, donc des marqueurs temporels qui sont enregistrés en parallèle avec notre audio. L'audio, il était ensuite traité par des rédacteurs qui allaient écouter l'audio. On avait fait un système à vitesse variable pour qu'ils puissent taper, transcrire de manière efficace, pour créer après sur le web les comptes rendus de ces séances. Un système qui est assez intéressant, qui est resté en action bien longtemps. Et pour nous, un critère vraiment important, on ne voulait pas perdre plus de 15 secondes de données. Ça devait être, le design du système devait faire que ce n'est pas possible de perdre plus de 15 secondes, en admettant que le hardware, que les disques sont redondants et que le stockage fonctionne. Et puis à l'époque, il y avait deux grands fournisseurs de systèmes d'enregistrement audio numérique. Microsoft avait un système qui s'appelle Media Server, je ne sais plus le nom. Ces entreprises souvent changent les noms de leurs produits, donc je ne me rappelle plus du nom de l'époque, mais ils avaient un système d'enregistrement et de lecture audio. Et puis l'autre grand acteur dans ce domaine, c'était Real Audio, qui avait aussi leur système d'enregistrement numérique. Aucun des deux ne pouvait nous garantir ce critère qu'on ne pouvait pas perdre plus de 15 secondes. Ils disaient, oui, mais ouais, ça va dans des fichiers. Ouais, si le fichier est corrompu, vous allez devoir, on a peut-être des outils pour le réparer, mais ça sera compliqué, etc. Pour nous, ça ne nous satisfaisait pas. Encore une fois, placer la barre à un certain point, pour nous, c'était absolu. Le design du système doit faire qu'on ne peut pas perdre plus de 15 secondes. Et puis aussi, dans ces entreprises, des grandes entreprises avaient... souvent vont vouloir, je ne devrais pas dire comme ça, je travaille pour une grande entreprise, mais souvent, ce n'est pas que les grandes entreprises en fait. Souvent, on va vouloir vous faire croire que c'est compliqué. Et oui, mais de l'audio numérique en 98, c'est vraiment compliqué l'audio numérique. Enregistrer de l'audio, laissez-nous ça, ne vous inquiétez pas trop des détails, on va faire ça pour vous parce que c'est vraiment complexe et spécialisé. Nous, on ne les a pas crus. On a cherché un peu plus loin, ça a pris du temps, c'était beaucoup de travail. Et finalement, voilà le système auquel on est arrivé. Il y avait à l'époque, le Parlement suisse utilisait Windows. À l'époque, sauf erreur, c'est toujours le cas, mais enfin, c'était Windows. Et dans Windows, déjà en 99, 98, on avait les systèmes de téléphonie sur IP. Donc, vous avez un module qui permet d'encoder l'audio. Ça passe sur le réseau dans un standard qui s'appelle RTP, Real Time Protocol, des paquets sur IP, rien de bien compliqué. Et puis de l'autre côté, il y a un récepteur qui écoute ça et qui vous transmet l'audio pour que vous puissiez téléphoner entre deux personnes. On s'est dit, ben voilà, on va utiliser tous ces composants qui vont bien. C'était DirectX, sauf erreur, ça s'appelait dans Windows à l'époque. On va utiliser tous ces trucs-là qui vont bien. Et nous, on va simplement enregistrer les paquets sur le réseau. Enregistrer des paquets RTP, j'imagine qu'avec les compétences qu'on a dans la salle ici, en 32 minutes, vous auriez écrit l'enregistreur. On ouvre un socket, on écoute ça, et puis on le met dans une structure, on le met dans une base de données, et c'est bon. Il y avait quelques astuces à la relecture. Il fallait faire croire au récepteur que l'audio avait été émis maintenant. Donc on devait manipuler les timestamps, les marqueurs horaires dans les paquets pour faire croire au récepteur que l'audio venait maintenant, mais ce n'est pas très compliqué. RTP est un format ouvert, on a pu hacker les paquets, si on veut dire, pour faire ça. Un système extrêmement simple, là vous avez le pseudocode, c'est vraiment pas compliqué du tout. Et de manière, voilà, j'étais dans les deux projets. Pour le stockage, on a utilisé le même système que pour le projet d'avant. C'est le même problème, des paquets qui arrivent tout le temps, il faut les enregistrer, il faut pouvoir les rejouer. On ne va pas s'embêter à mettre une base de données pour faire ça. Hop, le même truc. Structure de fichiers hiérarchique avec des fichiers. Là, c'était des fichiers de 15 secondes, cette valeur qu'on avait fixée. Donc, si les disques sont redondants et fiables, on ne va jamais perdre plus de 15 secondes. Les recherches super rapides pour trouver un instant T dans le système, vous calculez le chemin du dossier correspondant, vous ouvrez le fichier, vous faites une recherche dans le fichier qui n'a que 15 secondes de données, donc il n'y a pas beaucoup de données, ça va très vite et ça va très bien. Donc,
Aussi une simplicité. Voilà, je vous montre ça. C'est vraiment facile à comprendre. On enregistre des paquets sur le réseau, on les met dans une structure de fichiers, on les rejoue. Pas très compliqué à faire. L'élément un peu rigolo ici, c'est que quand on est arrivé pour présenter la solution au client, on a dit voilà, le code, c'est à peu près 3 pages à 4. J'ai mis, je sais plus, j'ai mis 86 lignes, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de code. Par contre, 3 mois de travail. Ce code-là va vous coûter 3 mois d'ingénieur. Le client, qu'est-ce qu'il va dire? C'est vachement cher à la ligne. Oui, c'est clair. Mais dans ces admettons que c'était 86 lignes, je ne sais plus combien, mais c'était vraiment peu. Dans ces 86 lignes, il n'y a rien qui peut se casser. La review de ce machin, on prend 3 personnes, on prend encore une fois 32 minutes. La review, elle est faite. OK, ce code est bien, il ne va pas casser. Et effectivement, ce truc-là, il a tourné pendant... le Parlement suisse travaille par cycle de 4 ans. Donc, si le système qu'on faisait tournait 4 ans, ils n'étaient pas très contents. Si ça durait 8 ans, ils étaient contents. 12 ans, ils étaient contents. Et je crois que ça a tourné 16 ou 20 ans pour finir. Peut-être même que ça tourne encore. Il faudrait que je me renseigne. Mais enfin, le truc était tellement simple, il n'y a rien qui peut se casser. Donc, ça marche très bien. Un autre exemple où, en plaçant la barre très haut, en n'acceptant pas les gens qui nous disaient « mais c'est compliqué », on a cherché comment on peut faire un truc simple qui résout notre problème. En utilisant des composants donnés, donc toute la partie téléphonie, ça on ne savait pas faire, mais on a simplement, on a juste dû étudier le protocole RTP pour être en mesure d'enregistrer les paquets et de les rejouer avec la petite astuce de falsifier, si on veut dire, les marqueurs temporels dedans pour que le récepteur croie que ça venait maintenant. Donc, ici, on a atteint la simplicité en se focalisant sur qu'est-ce qu'on peut ignorer. Où est-ce qu'on peut prendre des composants qui existent et quelle est la partie qui est vraiment spécifique à nous, qui est enregistrer en continu sans perdre plus de 15 secondes. Donc, on a réussi à réduire notre problème à ce qui était vraiment spécifique à notre projet. Et ça, c'est voilà, une autre histoire où je suis assez content du résultat, qui date, mais voilà, les problématiques n'ont pas beaucoup changé de nos jours. Un autre exemple, j'ai aussi été actif dans le projet Sling de la Fondation Apache, qui est en fait un framework d'application web en Java. Il y en a beaucoup trop, et là il y en a un de plus, qui est assez particulier. Et c'est un peu plus technique ici, mais pour expliquer ce qui se passe, dans ce système, on peut greffer des servlets, donc du code qui traite des requêtes HTTP, en les attachant à des conditions telles que quelle est la méthode HTTP? Est-ce que c'est un GET? Est-ce que c'est un POST? Quel est le type de ressource qu'on est en train d'adresser? Quel est le type de contenu? Est-ce que c'est une page? Est-ce que c'est un paragraphe? Est-ce que c'est une news? Etc. Quelle est l'extension? Est-ce que c'est .html, .pdf, .rsv, je ne sais quoi? Et en fait, là aussi, un design où on a été très content parce que ça donnait une modularité énorme, enfin, comment on dit ça? Une modularité bien réussie dans le système. Et ça vous permet d'attacher des petits composants pour traiter des requêtes particulières. Donc un système très modularisé, simple à comprendre, si on connaît le domaine bien sûr, et simple à utiliser. Donc ici, la simplicité, je dirais que ce n'est pas au même niveau que les exemples d'avant, mais quand même, on a atteint une simplicité. Aussi, on s'est dit, on fait des servlets. Si vous connaissez Java, servlet en Java, c'est un truc tout à fait banal. On n'a pas inventé notre propre interface. On a dit, utilisons les servlets, il y a déjà des servlets, mais on va les améliorer un peu. On va avoir une manière innovative de les monter pour les accrocher, les activer sur certaines requêtes. Donc un autre exemple où on a réussi à se focaliser sur ce qui était propre à notre problème en utilisant du standard pour tout le reste. Et ça, je pense que c'est aussi un bon principe si on recherche la simplicité, ne pas réinventer la roue. Quel est le standard existant qu'on peut utiliser dans notre projet? Bien sûr, on aimerait faire notre variante à nous, qui est un peu plus comme ça, mais il y a d'énormes avantages à se reposer sur un standard existant. Le premier étant qu'il est documenté. Donc, vous n'avez pas besoin de réécrire de la doc. Vous dites, voilà, ici, la doc de ce truc-là, regardez, comprenez les servlets Java. Il y a 200 000 tutoriels, bouquins, podcasts et tout ce que vous voulez. Et ensuite, notre petit supplément, il vient s'ajouter sur les servlets pour les traiter d'une manière un peu particulière. Donc, je pense, voilà, dans les manières je disais, je n'ai pas de recette miracle, mais une des recettes quand même de simplicité, c'est
utiliser de l'existant. On a vu ça dans le projet d'avant, le projet d'enregistrement audio. On avait utilisé tout ce truc existant dans Windows, téléphonie sur IP, et on a greffé un petit truc par-dessus qui est notre spécialité. Ici, la même chose. On réutilise tout le standard des servlets Java. C'est de l'OSGI ici qui n'est pas très populaire, mais ça marche très bien. Et on rajoute notre petit système de câblage des servlets sur des requêtes particulières. Dernier exemple, beaucoup plus récent, de l'année passée. J'ai étudié ces dernières années les web components. En fait, dans nos systèmes de gestion de contenu web, on essaye d'être encore une fois, le plus près possible de la web plateforme. Ce qu'on appelle la web plateforme, donc ce que les browsers savent faire, ce qui est les standards, ignorant toutes les frameworks qui rajoutent des couches par-dessus, qu'est-ce qu'on peut faire au ras des pâquerettes sur cette plateforme. Et les web components sont une très bonne manière de faire ça. Donc, j'ai un repository qui s'appelle le Web Platform Zoo, le zoo de la Web Platform, où j'ai créé des exemples. Et puis, dans cet exemple ici, on veut gérer un panier d'achat, shopping cart, je cherchais la traduction. On veut gérer un panier d'achat. Si vous sortez de l'école et qu'on vous dit, ben voilà, quels sont les composants qui sont nécessaires pour faire ce machin, on va arriver à un découpage un peu comme ça. Il faut, ben oui, il y a des produits, il faut un composant image, il faut un composant titre pour le produit, il faut un composant prix, il faut un composant slider pour régler la quantité qu'on veut. On arrive à, je sais pas, une douzaine de composants. Un composant pour la liste des produits, un composant pour la petite boîte de status en haut qui nous dit quels sont les éléments dans notre panier d'achat. Et là aussi, on peut se dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces machins? Est-ce que ça, c'est le découpage en composants comme on le ferait en théorie, si on veut dire, mais en pratique, est-ce qu'on ne peut pas faire un peu plus simple? Et voilà, même dans quelque chose de banal comme ça, on peut se poser la question. Et voilà à quoi je suis arrivé après coup. Donc ici, mes composants, c'est des web components, justement. Donc en fait, c'est des éléments personnalisés HTML. Vous pouvez avoir un élément HTML qui s'appelle InkDeck au lieu d'être un paragraphe ou une liste, etc. Donc finalement, j'arrive à, je sais pas, 4 ou 5 composants. Le produit lui-même, c'est juste une template HTML qui décrit ce qu'il y a dans le petite case du produit, la petite carte si on veut. Il y a un composant qui s'occupe d'incrémenter, décrémenter la quantité de produits, parce que là, on a besoin d'intelligence. On veut quelque chose de confortable, qui soit accessible, qu'on peut utiliser avec le clavier ou avec la souris, etc. Donc là, il y a vraiment besoin d'un composant parce que c'est spécifique. Le HTML ne fournit pas ce qu'on veut pour ce truc-là. Donc, on va créer notre propre composant. Et là, c'est vraiment important. Par contre, partout, on peut se reposer sur le standard. Faisons du HTML. Pas besoin d'inventer des choses. Donc, on arrive avec voilà, une template HTML pour la fiche du produit, un composant qui gère le bouton d'incrémentation qui est un peu plus compliqué, qui est nettement plus compliqué, un composant qui gère la liste de produits dans sa globalité, un composant pour le status en haut, et puis, encore une fois, dans la vision de simple mais pas simpliste, il y a un composant invisible, A11Y, accessibilité, qui est en fait pas visible, mais qui sert à améliorer l'accessibilité du truc en mettant des informations qui concernent notre panier d'achat pour qu'elles soient parlées par un synthétiseur de voix, par exemple, quand on est en train d'utiliser ça avec des moyens d'accessibilité. Donc, encore une fois, simple mais pas simpliste. Quel est le truc le plus simple qu'on peut faire sans qu'il manque des fonctionnalités? Et en général, on n'y arrive pas en une itération. Ça m'a pris, je pense, 4 ou 5 itérations pour arriver à ça, depuis la variante d'avant, ou la variante un peu banale, où on se dit il faut des composants pour tout. Voilà donc pour les exemples que je voulais vous proposer. Donc je pense que les choses qui ressortent, c'est se focaliser sur ce qui est vraiment spécifique à notre problème, essayer d'utiliser du standard pour tout le reste. Dans le cas du web, le standard, c'est HTML. Utilisons les richesses d'HTML moderne, qui a beaucoup évolué, si vous n'avez pas regardé ces dernières années, et créons des composants vraiment pour ce qui est spécifique à notre produit. Dans le cas du système d'enregistrement audio, la même chose. Utilisons la téléphonie sur IP pour tout ce qu'on peut et créons juste la partie d'enregistrement qui nous est spécifique. Dans le cas du système météo,
Eh ben, utilisons voilà, le système de fichiers qui est puissant dans un système Linux et écrivons juste du code spécifique pour calculer les chemins des fichiers et aller chercher les données dedans. Donc ça, je pense que c'est une recette vraiment importante d'arriver à déterminer dans mon projet, dans mon module, qu'est-ce qui est vraiment spécifique et où est-ce que je peux utiliser du standard. Voilà, ça nous amène à la troisième partie, comment faire, qui sera encore une fois un peu moins concrète parce que, comme je l'ai dit, je n'ai pas de recette miracle, mais encore clarifier un peu ces pistes de comment on peut arriver à cette simplicité. En vaudois, on appelle une gaulée. Je vais prendre une gaulée de jus de pomme. Vous apprenez quelque chose aujourd'hui. Il est très bon. Le plus important pour moi dans cette question, c'est vraiment de mettre la simplicité au centre. Et c'est pour ça que je suis content de vous voir si nombreux aujourd'hui. Je trouve qu'on ne le fait pas assez souvent. Dans nos équipes, moi je vois souvent des gens qui arrivent avec des solutions compliquées et ils n'ont pas honte. C'est ça qui est un peu gênant. Je veux dire, où ils ne s'en rendent pas compte, pour être un peu plus poli. Bien sûr, on n'a pas toujours, et on a rarement, la solution simple est rarement la première qui vient. On a souvent la solution un peu plus complexe, un peu plus compliquée qui vient. Et puis après quelques itérations, après avoir des collègues qui nous défient un peu, dire non mais ça, attends, on peut faire plus simple ici. Je ne sais pas encore comment, mais on va essayer. Et pour moi, c'est vraiment ça l'élément clé. De considérer la simplicité comme une des qualités essentielles de nos logiciels et de nos systèmes. Et ça fait une énorme différence au niveau de... si c'est plus simple, vous aurez moins de documentation à écrire, vous aurez moins de code à maintenir, la maintenance sera moins chère, on pourrait travailler avec une plus petite équipe et libérer les autres pour faire d'autres choses, etc. Donc ça a d'énormes avantages. Ça a un coût. Comme je disais, dans le cas du système d'enregistrement audio, 86 lignes de code, 3 mois d'ingénieur. Il faut arriver à faire passer ça aux personnes qui payent, leur dire mais ça vaut la peine d'investir dans la simplicité. Et je pense que ça vaut d'autant plus la peine si vous faites des systèmes qui doivent être durables. Dans mon travail, les systèmes qu'on crée sont souvent utilisés pendant 5, 10 ans ou plus par nos clients. Donc ça vaut la peine d'investir pour cette simplicité parce que sinon on va être embêté pendant 10 ans. Si vous faites un truc pour un concert qui a lieu demain et qu'après-demain vous jetez le code, peu importe, faisons quelque chose qui fonctionne et c'est bon. Donc je pense que pour ça que dans mon titre, j'ai la question de la durabilité. Si vous devez créer du logiciel durable, ce qui est quand même souvent le cas, plus vous êtes dans la plomberie, dans les fonctions de base, plus c'est important. Ça vaudra vraiment la peine d'investir pour la simplicité. Et ça vaut la peine de convaincre les personnes qui décident d'allouer les ressources de le faire. J'aime bien cette photo parce qu'elle elle évoque pour moi cette quête de la simplicité. Donc c'est pas quelque chose qui, si ça vous tombe dessus, je vous engage demain, c'est rare. Pour beaucoup d'entre nous, c'est quelque chose qu'on doit chercher. On doit, dans les exemples que j'ai montrés, je pense que je vous ai fait passer le message que ça s'est pas fait du jour au lendemain. On a dû faire plusieurs itérations, en n'étant pas content pendant longtemps, jusqu'à ce qu'à un moment, ah oui, ça c'est simple. Ce machin, ce système de fichiers hiérarchiques là, bah, ça c'est simple. Je ne pense pas qu'on peut faire plus simple. Et là, on y est. Et c'est voilà, c'est pas du tout évident et ça demande beaucoup de travail. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas abandonner, d'essayer. C'est à chaque fois que j'ai dû créer des modules logiciels importants ou compliqués ou qui devaient être très simples, je pense que j'y suis jamais arrivé du premier coup. Un des modules dans le projet Sling là, qui s'occupait d'installer des bundles OSGI, donc d'installer des modules dans le système, je pense qu'on l'a réécrit 5 fois, jusqu'à arriver à un design qui nous plaît, qui est solide et qui est bien. Ça, on l'a fait en 2008 et ces modules sont toujours utilisés dans les systèmes sur lesquels je travaille chez Adobe aujourd'hui. Et ils sont super stables. Ils sont simples, ils sont efficaces. Et l'investissement, à l'époque, on a un peu rouspété. Peut-être, c'est la 5e fois que je réécris ce machin. Je commence à en avoir marre. Mais si ça vaut la peine, parce qu'on arrive à un design suffisamment simple, les bénéfices dans le temps sont énormes. Et franchement, moi, je l'ai vécu dans plusieurs de ces projets. Et puis, comme tout ce qu'on fait, il faut mesurer, évaluer. Il y a des métriques pour la simplicité. Vous pouvez
il y a la complexité cyclomatique des fonctions. Enfin, pas mal d'outils logiciels vont nous donner un peu qualifier notre code, est-ce qu'il est simple ou pas. Mais comme je disais, pour moi, la simplicité, elle est beaucoup plus importante au niveau des systèmes qu'au niveau des modules. Si vous avez un module qui est un peu trop compliqué, c'est plus facile à le remplacer que si le design de votre système à la base est compliqué. Là, vous risquez d'être embêté pendant longtemps. Donc, au niveau du système, à mon avis, moi, ce que je vais faire, je vais montrer mes diagrammes d'architecture à des collègues et leur expliquer. Si ça me prend 5 minutes pour leur expliquer et qu'ils ont compris l'essentiel, je me dis, on est sur la bonne voie. Si au bout d'une demi-heure, ils sont encore en train de poser des questions de base parce qu'ils n'ont rien compris, c'est pas bon signe. Donc, ça peut être une bonne métrique d'expliquer votre système ou votre module à des collègues et de voir comment ils les comprennent. Je cite ici Antoine de Saint-Exupéry qui dit que la perfection est atteinte, c'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, c'est quand il n'y a plus rien à enlever. Et ça, c'est aussi une très bonne question de se poser. On a fait le design de notre système, on a un diagramme d'architecture. Est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces pièces? Ce composant-là, est-ce qu'on pourrait pas? Qu'est-ce qui se passerait si on enlève ce composant? C'est des très bonnes questions à se poser. Donc, comme tout ce qu'on fait dans le logiciel, mesurer en continu et travailler de manière itérative. On peut très bien, si vous travaillez avec une, je ne sais pas si on dit définition d'achèvement en français, definition of done, une liste de critères qui détermine si votre projet ou votre module est terminé, on peut très bien ajouter cette question. Est-ce que mon module est terminé quand il n'y a plus rien, quand je ne peux plus rien y enlever, sans le casser? Ça peut être une question tout à fait valable à rajouter à vos critères de finalisation. Donc, rechercher cette simplicité splendide et évidente. Je reviens au Lego. Personne ne pourrait me dire que les Lego, c'est compliqué. Et tout en gardant à l'esprit cette tension entre le côté simple et le côté simpliste. J'espère que l'histoire des casous vous aide un peu à comprendre ça. Et l'histoire des fusées aussi. L'espace, c'est un problème complexe. Est-ce qu'on peut y avoir des solutions simples? Oui, à certains endroits, mais elles ne doivent pas être trop simples si on veut que les astronautes reviennent vivants de leur mission. Donc j'en arrive à la fin, on aura un petit peu de temps pour les questions. Ma conclusion n'est pas très... voilà, je l'ai déjà un peu fournie dans ces discussions. Donc pour moi, la simplicité est extrêmement importante. C'est un critère vraiment clé de la durabilité et de l'efficacité économique de ce qu'on fait. Elle est difficile. Ça demande, c'est remettre sur le métier son ouvrage autant de fois qu'il faut jusqu'à ce qu'on atteigne à cette simplicité qui est souvent assez évidente. Et elle est intégrable. C'est quelque chose que vous pouvez, et je vous recommande de l'intégrer dans vos processus de développement et de conception. Voilà, il nous reste 7 minutes pour s'il y a des questions. Ce micro-là peut être utilisé aussi. Et puis il y en a un autre un peu plus loin. Je ne sais pas si... Ah, c'est bon, ça marche. Oui. Bonjour, merci beaucoup déjà pour votre présentation. Et j'avais une réflexion tout au long de votre discours qui était sur comment défendre un petit peu ces avancées incrémentales de la même fonctionnalité pour atteindre la simplicité dans un contexte où c'est la pluralité des fonctionnalités qui apportent de la valeur. Et quand je parle de valeur, c'est valeur monétaire. Oui. Merci. Alors voilà, ça fait partie de cette tension justement. C'est un peu la même tension de créer des logiciels de qualité. De la dette technique en fait. Quand vous créez un module, soit on hack n'importe quoi pour que ça marche, ce qui peut être tout à fait valable, comme je disais, dans le cas du concert demain et du logiciel qu'on va jeter après-demain. Et maintenant, si on a un logiciel, comme dans mon cas, dans mon métier, où les clients vont l'utiliser pendant 10 ans, on doit vraiment prendre en compte le coût de la maintenance, le coût de tout ce qui va se passer pendant toute la durée de vie du projet. Et pour moi, je mettrais la quête de la simplicité au même niveau que la dette technique. Je considérais en fait que si je ne suis pas satisfait de la simplicité de mon système, c'est une dette technique qu'il faudrait en tout cas régler. Et c'est exactement le même problème que la dette technique si vous savez que votre code est mal écrit, qu'il y a des bugs, qu'il y a des structures qui sont pas optimales. C'est vraiment à ce niveau-là. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que ce n'est pas toujours évident à faire accepter aux personnes qui
qui paye pour notre travail. Et c'est vraiment la question de la vision à court terme opposée à la vision à long terme. Donc dans une vision à long terme, je pense que la quête de simplicité, pour moi, se place au même niveau que les autres d'aides techniques. Oui, allô. Merci beaucoup pour la conférence. J'avais une question. Vous avez parlé beaucoup de si le système est complexe à la base, c'est difficile de s'en sortir. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ce cas-là et auquel cas, comment est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir quand on a un système qui est déjà complexe et qu'on cherche à le simplifier? Oui. Alors, voilà, dans mon domaine, la gestion de contenu web à grande échelle, c'est quand même assez complexe. Si vous prenez, on a des clients qui sont des multinationales, qui ont des sites sur toute la planète en 45 langues différentes, avec 5000 personnes qui travaillent sur le site. Finalement, ça crée un système assez complexe avec les analyses de trafic sur le site, avec les problèmes de sécurité et tout ça. Donc l'ensemble du système est complexe. Et pour moi, ce qui fait vraiment la différence, c'est est-ce qu'on arrive à le découper en modules d'une manière déjà que ce découpage soit simple, que si je vous montre ce découpage sur un diagramme, il soit assez évident à comprendre. Donc, dans le cas du site web, on a le service qui sert les pages, on a le service par feu devant qui va gérer les attaques possibles de déni de service, etc. On a une série de briques qui vont créer ce système assez, finalement, qui dans son ensemble est complexe. Donc je pense que c'est vraiment au niveau du découpage du système qu'on peut faire la différence. Et là, ça vaut la peine aussi de faire plusieurs itérations, de faire un premier découpage. Et j'aime bien, c'est Grady Booch qui disait au sujet de la programmation objet, dans un système objet, une classe devrait faire une chose et une seule, et le faire bien. Et pour moi, ça s'applique aussi au système. Quand on le découpe en modules, on dit, ben voilà, dans mon service de web, j'ai un service qui sert les pages, il doit faire que ça, il doit le faire très bien. Et puis, il ne doit pas s'occuper, par exemple, de faire des analyses de trafic. Ça, c'est un autre module qui va le faire. Donc, pour moi, la clé est dans le découpage du système en composants d'une manière qui soit compréhensible. Elle ne va pas être super simple si le système est très complexe, mais où chaque module est compréhensible et son rôle est bien compréhensible dans le système. Oui, une autre question ici. Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. Comment vous savez qu'il faut vous arrêter pour ne pas tomber dans des trous de lapin de refactoring, le mieux est l'ennemi du bien, tout ça? Vous avez dû être confronté au problème, j'imagine. Nouvelle démonstration avec le kazoo. Je garde mon micro. Sur mon kazoo, là, si la vis est complètement serrée, ça ne sonne pas. Et puis, quand on la dévisse, il y a tout d'un coup un point où il sonne bien. C'est la même chose. Presque. Pour moi, comme je disais, à mon avis, la simplicité, tout d'un coup, elle émerge. Tout d'un coup, on avait notre diagramme de système qui est, ouais, il est un peu compliqué, ça, est-ce que c'est vraiment bien? Et puis, on fait quelques itérations. Et tout d'un coup, on a ce truc que vous pouvez expliquer à un collègue au café en 3 minutes. Voilà, tu vois ce qu'on est en train de faire, ce truc-là. Ah oui, je vois. Ouais, ça a l'air pas mal. Ça a l'air assez simple. Moi, j'ai souvent vu par expérience, tout d'un coup, on est dans un truc trop compliqué. Ah voilà, oui, ça c'est simple. Et là, là on peut s'arrêter. C'est vraiment... J'ai pas de justification, d'études scientifiques ou quoi que ce soit. C'est vraiment mon expérience de praticien. Une dernière question? Bonjour, merci beaucoup, c'était très inspirant. Moi, je me demandais, dans un monde où on fait du développement continu sur une application sans cesse en mouvement, comment je réponds à la machine à café aux collègues qui me reprochent de ne pas assez anticiper ce qui va se passer demain? Alors, l'anticipation... dans ma présentation d'hier, qui était sur les équipes distribuées, on m'a posé des questions sur Scrum. Et je ne suis effectivement pas un fan de Scrum. J'aime bien l'agilité en général. Mais le Scrum religieux, si on veut dire, où on fait forcément des sprints de 2 semaines et tout ça, pour moi, ça ne marche pas pour tous les types de logiciels et de modules. Je vois vraiment 2 types de logiciels. Il y a le type applicatif. Voilà, je crée une page web avec un petit bout de JavaScript pour faire une application. C'est bien isolé, c'est bien défini, je sais exactement où je vais. Ça, je peux le faire en cycle de 2 semaines, pas de problème. Quand je suis en train de créer la structure de mon système, à mon avis, le rythme des 2 semaines, il ne fonctionne pas.
c'est quelque chose où il faut avoir du temps. Comme je disais, notre système d'enregistrement audio, là, on a pris 3 mois de boulot. Pendant 2 mois et 3 semaines, on n'avait rien d'intéressant. Et tout d'un coup, on a trouvé la solution simple, qui était super simple à faire. Et voilà. Si on avait dû s'arrêter après 2 mois, le Parlement suisse aurait eu un système compliqué qui aurait coûté beaucoup plus cher à maintenir. Donc, encore une fois, à mon avis, on doit arriver à convaincre les dirigeants, les gens qui allouent les ressources, de dire ce module-là, il ne se prête pas à un développement itératif avec un rythme fixe. Il faut nous laisser nous ficher la paix pendant 2 mois et on va arriver avec un système qui est bien. Ce n'est pas évident à faire passer dans notre monde actuel, mais encore une fois, c'est vraiment, à mon avis, la vision à court terme contre la vision à long terme. Et c'est quelque chose qu'on doit faire passer si les exigences de qualité sont là. Si la direction s'en fout de la qualité, il faut aller travailler ailleurs. Mais c'est effectivement un défi de convaincre des managers qui ont des métriques et tout ça, de dire mais non, laisse-moi tranquille pendant 2 mois, tu vas voir. Et après, il faut le prouver. Il faut arriver au bout de 2 mois avec quelque chose qui vaut la peine. Merci beaucoup. Merci.